Eh bien, bienvenue dans cet atelier, atelier qui est un atelier de questionnement, puisque vous le voyez, son titre n'est autre que l'urbanisme transitoire, un nouvel incontournable du renouvellement urbain, point d'interrogation. Donc, on va s'interroger sur cet urbanisme transitoire avec l'idée, deux partis pris dans la préparation qui a été faite autour d'Hélène Gros de l'ANRU, qui est la chargée de mission méthodologie et process d'innovation. Le premier parti pris, c'était de vous transmettre un certain nombre d'enseignements du groupe de travail du club ANRU+, qui s'est penché sur cette question de l'urbanisme transitoire, qui publie d'ailleurs un ouvrage, on en reparlera tout à l'heure, et donc on va vous proposer de feuilleter finalement les principaux enseignements de ce travail et de vous présenter des thèmes d'action, des outils. La deuxième, c'était de prendre l'urbanisme transitoire dans sa dimension la plus épaisse, c'est-à-dire on a pris des projets qui sont dans des durées d'occupation supérieures à 1 an, donc on n'est pas dans l'éphémère, on est dans un urbanisme transitoire qui, dans 4 situations, 4 villes, 4 territoires, est un levier pour les projets de renouvellement urbain. Donc on va parler gestion de la vacance et du temps long, de la préfiguration, des outils de co-construction, de la dynamisation et du changement d'image des quartiers. Voilà pour les deux parties prises. Je vous présente tout de suite nos intervenants, vos invités. La première, Véronique Ragusa-Bardolone, elle œuvre dans un territoire qui est celui d'Est Ensemble. On est là en Île-de-France, on touche Paris, un grand territoire qui développe des projets, vous allez le constater, d'urbanisme transitoire. Ensuite, nous irons, on continuera à aller plus à l'est, on ira avec Thierry René du foyer Rémois jusqu'à Reims pour nous intéresser à une démarche de programmation urbaine autour de l'urbanisme transitoire. Puis nous descendrons du côté de Villeurbanne avec William Lafont, du GUE la ville autrement, pour voir comment il a utilisé cet urbanisme transitoire à Villeurbanne. Puis nous terminerons avec Kelly Young, qui est architecte de l'atelier Approche, et on parlera de la démarche qu'elle conduit à Aubervilliers. Merci à tous les quatre de nous avoir permis d'organiser cet atelier, de profiter de vos expériences. Je rappelle que si vous souhaitez y participer, et on souhaite que vous participiez à cet atelier, vous avez le fil de discussion que vous pouvez utiliser en permanence. On aura 2 grands temps d'échange avec vous. Enfin, quand je dis 2 grands temps, quelques minutes à chaque fois d'échange avec vous. Nous avons 2 modératrices ce matin pour nous faire passer vos remarques, vos questions, vos suggestions, vos expériences. Et Hélène Gros, je l'ai déjà citée, chargée de mission méthodologie et process d'innovation à l'ANRU, et Claire Lebrun, elle est chargée de mission territoriale dans la Seine-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis et en Normandie. Voilà, merci aussi à toutes les deux de faire ce rôle d'envoi des réactions et des questions. Voilà, pour cette courte introduction, je vous propose tout de suite de découvrir la démarche conduite par Est Ensemble avec Véronique Ragusa-Bartolone. Elle est directrice de l'environnement et de l'écologie urbaine et se construit une stratégie territoriale avec comme fondement ou comme base ou comme outil l'urbanisme transitoire. Donc merci à elle de nous présenter sa démarche. À chaque fois, vous aurez quelques images qui nous permettront de nous ancrer territorialement et de présenter la démarche. Véronique, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci beaucoup de cette invitation. Donc, je vais essayer d'être synthétique en vous présentant cette démarche que Est Ensemble a engagée il y a maintenant 6 ans et qui s'est progressivement renforcée, notamment avec le partenariat avec l'ANRU, qui est très, très important pour nous et qui nous a permis de beaucoup développer les choses. Donc, si on peut passer à la slide d'après. Donc, comme vous le voyez sur le territoire, on a développé beaucoup d'occupations temporaires sur l'urbanisme transitoire. On en a 13 qui ne sont pas en NPRU et
aujourd'hui 12 en NPRU qu'on a développé plutôt plus récemment. La démarche, elle est venue d'un constat sur ce territoire, un constat qui est qu'on est un territoire extrêmement dense, le plus dense après Paris de la métropole. On est un territoire en travaux, beaucoup de projets de réaménagement, d'ISAC, 12 NPRU, des grands projets structurants. Et on est un territoire qui a peu de foncier disponible pour mener des actions d'amélioration de qualité de vie, des actions autour de la santé, des espaces verts, de la nature en ville, de l'agriculture urbaine, etc. Donc, on s'est lancé dans ce projet pour essayer de mener ces politiques publiques sur des terrains qui étaient en attente de travaux, comme les projets d'urbanisme transitoire. Au départ, on a beaucoup travaillé avec les villes pour repérer des terrains, et puis avec des partenaires, un réseau de partenaires, les bailleurs, les aménageurs du territoire ont été très présents, les FIF aussi, avec qui on a noué une convention. Et on a commencé à développer cet urbanisme transitoire et ces projets plutôt hors des PRU. C'était des quartiers qui étaient en transformation, mais qui étaient finalement des quartiers assez simples. Voilà. Et il s'est avéré que progressivement, on a voulu aussi aller vers un autre public, aller vers d'autres besoins, répondre à d'autres besoins, et donc aller dans les NPRU. Et là, ça s'est avéré un petit peu plus compliqué, puisque effectivement, c'est des quartiers dont le tissu urbain et le tissu social est plus fragile, et c'est plus compliqué d'y installer une occupation temporaire. Néanmoins, au fil des années, on a développé un appel à manifestation d'intérêt. C'est pour nous l'outil majeur qui nous permet de faire ça. Donc, au départ, on y apportait nous des terrains qu'on avait repérés avec nos partenaires. Aujourd'hui, on a ouvert beaucoup plus largement. C'est plus seulement des terrains nus qu'on a pré-repérés, mais on soutient aussi des projets qui sont déjà montés avec des porteurs de projets et avec des propriétaires de terrains. Et on les soutient financièrement, c'est-à-dire qu'il y a une subvention à l'amorçage au début des projets. Il peut s'agir de tout type de terrain aujourd'hui, y compris des sites bâtis. On a des exemples, par exemple, d'occupation économique avec mon premier bureau. On a des exemples d'occupation plutôt sur l'agriculture urbaine avec le paysan urbain. On a des choses comme ça. On a aussi beaucoup, évidemment, d'exemples d'occupation temporaire qui nous aident à préfigurer ce que va devenir le quartier. Des préfigurations qui ont pour objet soit l'espace public, mais pas seulement, qui peuvent aussi avoir pour objet, par exemple, à Bobigny, dans la cité de l'Abreuvoir, qui peuvent avoir pour objet de préfigurer un parc, donc de préfigurer un aménagement paysager qui réponde vraiment aux attentes et aux besoins des habitants. L'intérêt de travailler dans les NPRE, c'est que les habitants, ils sont là. Donc, ils peuvent nous dire vraiment ce qu'ils attendent des choses. Ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Bon, cet appel à projet, évidemment, nécessite un budget, mais nécessite aussi, il faut le dire, du temps humain. Donc, nous, on a un EPT à Est Ensemble qui est un ETP, excusez-moi, un emploi qui est complètement consacré à ça, à la recherche des terrains, à l'animation du réseau, au soutien des porteurs de projets, à la qualification ensuite des sites qui nous sont proposés, puisqu'il faut s'assurer souvent qu'ils permettent d'accueillir du public, ou ils offrent un accès à l'eau, à l'électricité, ou même à l'assainissement. Donc, on a un agent qui vraiment travaille beaucoup là-dessus, et on a aussi des référents dans chacune des villes. D'Est Ensemble, nous travaillons vraiment de façon très coordonnée avec les 9 villes. Donc, c'est très enrichissant. Je suis parvenue peut-être, mais je devrais le faire sur tout l'intérêt de ces occupations temporaires. Elles nous aident à, bien sûr, requalifier des territoires, souvent quand on a des friches qui sont abandonnées, c'est une disqualification du territoire, elles peuvent être squattées, il peut y avoir des difficultés particulières. Donc, ça nous aide à requalifier le territoire, ça nous aide à faire destination, c'est-à-dire que nos friches aujourd'hui, on voit bien, il y a les habitants locaux qui viennent, mais il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs, du territoire, des Parisiens, etc. Donc, elles nous permettent de faire un peu de marketing territorial, mais elles nous permettent aussi de préfigurer, je l'ai déjà dit, des transformations, de répondre à des besoins spécifiques sur lesquels on n'a pas de marché. J'ai parlé des bureaux, le premier bureau, très peu cher. On a une opération comme ça qui est menée à Bondy,
où on donne accès à des bureaux pour des jeunes entreprises à 1 euro par jour seulement, donc vraiment c'est très peu cher. Ça nous permet également de développer des innovations, des projets auxquels on n'aurait pas pensé, et qui comme ça émergent du public, notamment sur les questions alimentaires, par exemple des cantines solidaires ou des choses comme ça. Et ça nous permet évidemment aussi d'améliorer le cadre de vie et de faire participer les habitants. Donc vraiment, il y a une grande diversité de bienfaits, de bénéfices à porter ces occupations temporaires. Et même si c'est une démarche qui est encore expérimentale, elle a vraiment beaucoup de qualité. Là, on voit quelques images des réalisations sur le terrain. Alors, ce n'est pas forcément très spectaculaire vu comme ça, mais c'est une démarche qui a été d'entrée de jeu à l'échelle du territoire. On est dans une grande intercommunalité, 430 000 habitants. Toutes les communes ont adhéré directement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées là. Bien, il a fallu progressivement montrer l'intérêt. Alors non, en fait, au départ, alors là, il y a mon premier bureau dont je vous ai parlé, vous voyez, il y a aussi une occupation plutôt culturelle avec la compagnie Gentiana. Non, au départ, ça s'est développé sur la transformation du canal de l'Ourcq. Il y a eu tout de suite beaucoup de projets urbains autour du canal de l'Ourcq. Les villes qui étaient concernées par ces projets urbains ont tout de suite adhéré, parce que Est Ensemble, parce que le PT était très moteur aussi, a beaucoup porté la démarche. Et, comment dirais-je, ça a fait Flores. C'est-à-dire que ça a eu tellement de succès, ça a marché tellement bien qu'on a eu des occupations avec Zouk Machine, on a eu des occupations, peut-être le Mobilab dont vous avez entendu parler, qui étaient des destinations très festives au départ. Ça a tellement bien marché qu'ensuite, les villes nous ont sollicité plutôt directement. C'est-à-dire dès qu'elles voyaient qu'elles avaient un quartier qui allait rester en attente de projet pendant 2, 3, 4, 5 ans parfois, elles nous sollicitaient en disant vous pouvez les mettre dans votre appel à manifestation d'intérêt, ces quartiers-là, pour essayer de nous trouver des porteurs de projets qui viennent travailler avec les habitants, qui viennent animer et dynamiser le quartier pendant cette période de latence. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, elles sont très moteurs. Ouais. On va revenir au fil des questions peut-être sur cette initiative. Ce qui est intéressant, il me semble-t-il, c'est l'échelle à laquelle vous travaillez et ce que ça a pu apporter comme diversité de réponses sur ce temps de latence entre un terrain, un territoire et les projets. On va s'intéresser maintenant à la situation de Reims. On est là sur un principe qui vise à concevoir un projet urbain et en y intégrant de l'urbanisme transitoire, mais dans une démarche partenariale en y associant un certain nombre d'acteurs, un grand nombre d'acteurs. Donc, on voit ça avec Thierry René. Il est responsable des projets urbains au foyer rémois et il nous raconte son aventure sur la démarche partenariale qu'il lance en urbanisme transitoire. Je vous remercie et merci également pour votre invitation. Effectivement, le foyer rémois, donc c'est une ESH, un bailleur de 22 000 logements présents sur 3 grandes régions. Et le foyer rémois est pleinement investi sur la transformation du territoire rémois sur lequel il intervient très régulièrement, et notamment sur le déploiement des NPNRU. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est que je puisse vous faire part de la démarche partenariale qui a été déployée dans un quartier qui est marge au NPNRU, qui est ce quartier Croix-Rouge, qui est le plus grand QPV de l'agglomération rémoise. Je me suis permis de vous mettre quelques chiffres pour vous situer un peu le secteur. Et au sein de ce secteur, donc de ce grand quartier, le foyer rémois donc intervient au titre du NPNRU et notamment sur la démolition de 640 logements sur une galette foncière d'environ 3,5 hectares où sont présents actuellement 2 propriétaires. Grande majorité, les immeubles que vous voyez sont propriété du foyer rémois et il y a juste en face un parking qui est propriété de la collectivité. Donc, cette programmation, ces démolitions de logements sont étalées dans le temps du NPNRU. Néanmoins, nous sommes au cœur du quartier Croix-Rouge, au cœur de ce qu'on appelle le sous-secteur Pays de France. Nous sommes devant une station de tramway, nous sommes à côté d'équipements structurels de quartier, échelle communauté de communes et communauté d'agglo, pardon, et ville. Néanmoins, il n'y a pas de projet à terminaison.
sur ce site. On n'a pas de projet pérenne qui est programmé. Une étude, d'ailleurs, va être lancée, une étude urbaine va être lancée par le porteur de projet, la communauté urbaine du Grand Reims, cet automne, en lien et en partenariat avec le foyer Rémois pour définir ce projet. Néanmoins, des premières démolitions sont arrivées et il nous a semblé opportun, au niveau du foyer Rémois, de réfléchir sur de l'urbanisme temporaire. C'est une démarche qu'on a initiée dès 2017-2018, dès le protocole de préfiguration. Et on s'est demandé comment pouvoir travailler sur de l'urbanisme temporaire, comment mobiliser des acteurs autour de la question et déjà en interne, comment mobiliser en interne une nouvelle notion qui n'était pas forcément dans nos méthodologies de travail. Et sur le territoire, on a de la chance d'avoir un institut d'aménagement du territoire qui s'appelle l'IATER. Et nous avons confié à cet IATER, à cet institut, une étude qui a permis sur 6 mois de réfléchir sur des actions, des activités qui pourraient être mises en place sur le secteur. Donc, je ne reviens pas sur la méthodologie, mais c'est une méthodologie classique d'attente des besoins du territoire, des acteurs, des forces vives, des habitants. Et les conclusions de cette étude qui ont été remises sur la fin de l'année 2018 ont été présentées à la délégation territoriale de l'ANRU et à l'ANRU, ainsi qu'au porteur de projet NPNRU de Reims. Et la démarche, il y a une certaine émulsion autour de cette démarche, c'est-à-dire que le porteur de projet nous a dit on vous accompagne dans cette démarche. Et l'ANRU nous a dit également nous aussi on vous accompagne. Et dans le cadre de la signature de la convention NPNRU, on va vous accompagner financièrement au titre de la famille 14 et de la famille 24. Donc, on avait déjà une première étape partenariale avec l'aspect universitaire et forces vives du quartier. À partir de là, l'étude réalisée par l'IATER méritait d'aller un peu plus loin, en tout cas dans les conclusions et dans les propos qu'elle a pu, les actions qu'elle a pu nous proposer. Et donc, le foyer Rémois, dès début 2020, a missionné 2 bureaux d'études connus dans leur domaine de compétences sur l'urbanisme temporaire, qui sont IA+K et Encoste, qui nous ont permis, nous, de sécuriser, de mobiliser aussi autour de ce projet. Et effectivement, IA+K a défini 3 grands thèmes qui sont notés. Et ces 3 grands thèmes nous ont permis de travailler sur l'urbanisme temporaire et sur de l'agriculture urbaine. Ça a vraiment été ce projet d'agriculture urbaine. Les 3 thèmes, c'est les 3 boucles qu'on voit sur la gauche de l'écran. Ouais. Tout à fait. Les commerces de services, le paysage, l'écologie, le loisir, l'éducation et la transmission, ce sont vraiment les 3 thèmes qui nous ont permis de définir un projet d'agriculture urbaine. Dans le paysage, l'écologie, le loisir, on est dedans, notamment sur de la cueillette, sur de la nature dans la ville. Le commerce et les services, pouvoir créer des AMAP, pouvoir accompagner aussi les habitants dans la santé et dans l'achat du producteur directement au consommateur. Et l'éducation et la transmission, tout l'aspect culturel et éducatif de la santé par la nourriture. Donc, l'ensemble des partenaires se sont mobilisés autour de ce projet d'agriculture urbaine. Et le foyer Rémois, dès octobre 2020, a lancé un appel à projet au niveau national pour trouver un opérateur spécifique sur l'agriculture urbaine et sur une des emprises libérées par les 640 logements. Et effectivement, dans cet appel à projet, pour poursuivre sur la démarche partenariale, il y a eu un jury, et ce jury a été composé à la fois de collaborateurs internes au foyer Rémois, mais également des chargés de mission, du porteur de projet, de la ville de Reims et de la communauté urbaine du Grand Reims. Et donc, cette vision qui a été partagée sur la nature, l'écologie, le loisir, la culture et le service, nous a permis également de travailler sur des passerelles avec la communauté urbaine du Grand Reims sur la rédaction de l'appel à projet Quartier Fertile, dont la collectivité a été lauréat lors du 2e appel à projet le 16 avril dernier. Et une partie du projet proposé par le foyer Rémois d'agriculture urbaine au cœur du quartier Croix-Rouge fait partie intégrante de l'appel à projet Quartier Fertile de la collectivité. Donc, ces passerelles également sont en ingénierie, mais également opérationnelles. Et peut-être pour conclure sur le projet, donc effectivement, c'est un bailleur qui est une ESH qui a l'initiative sur son foncier principalement, mais qui a su mobiliser aussi le porteur de projet et d'autres acteurs du territoire à différentes échelles. Et ce qui est important à noter, c'est que même actuellement, on a encore des partenaires qui viennent nous voir, qui nous contactent. Je pense à AgroSolutions, qui est un cabinet d'expertise en conseil en agroenvironnement. Je pense à
VGétudes, qui est un bureau d'études spécialisé dans l'écologie urbaine. Je pense à Sous les fraises, je pense à Merci Raymond aussi. Voilà, des acteurs que l'ensemble des participants doivent connaître en partie et qui nous contactent pour voir comment on peut travailler ensemble, le foyer rémois et ses structures, pour pouvoir concrétiser le plus rapidement possible ce projet d'urbanisme temporaire sur le quartier, sur le territoire rémois. Voilà, on est là sur un quartier qui attend son destin urbain et qui trouve une finalité très, très intéressante avec cet urbanisme transitoire et ces projets d'agriculture urbaine. Alors, j'ai déjà des premières réactions, des premières questions sur la démarche d'Est Ensemble, Véronique Ragusa-Bardolone. Une question sur les budgets que vous avez mobilisés par les collectivités. C'est quel volume financier ces initiatives en moyenne et globalement pour vous? Alors, nous, on a, donc, comme je vous disais, l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, a évolué au cours de ces 6 ans. Aujourd'hui, on est à 100 000 € par an dédiés aux occupations temporaires. C'est trop peu au regard du nombre de projets qu'on a apportés, au regard de l'ambition de ces projets, même si ce sont des subventions d'amorçage, elles sont entre 10 000 et 25 000 €. Et donc, ça ne nous permet pas d'accompagner tous les candidats. Donc, aujourd'hui, on cherche des nouveaux partenariats, des partenariats avec le privé, pour pouvoir justement avoir des financements qui viennent d'ailleurs et qui sont versés directement aux porteurs de projets. Et par exemple, on travaille aujourd'hui à une convention avec Novaxia. Voilà. Après, on a un budget RH, comme je vous l'ai dit, d'un agent sur le territoire, et puis de quelques heures dans les villes de référents. Alors, une question sur le niveau de prescription aussi de ces AMI. Jusqu'où allez-vous? Est-ce que c'est très ouvert ou est-ce qu'il y a un cahier des charges ou des choses très précises? Non, effectivement, il s'est beaucoup structuré. Aujourd'hui, il y a plusieurs outils dans cette AMI. Donc, on a notamment un règlement de l'AMI. On a aussi des fiches de site qui sont bien précises que les propriétaires doivent remplir. On a des modèles de convention, une convention d'occupation précaire, évidemment, mais aussi des conventions avec les institutions, entre les porteurs de projets et les institutions. Donc, aujourd'hui, c'est quand même très structuré. On a aussi des objectifs qui sont fixés. On ne peut pas faire tout type d'occupation temporaire n'importe comment. Donc, nous, on a ciblé sur l'agriculture urbaine aussi, comme Reims, mais également l'économie circulaire, la culture, le bien-être, donc tout ce qui concerne la santé, le sport, l'alimentation, la nature en ville, et la sensibilisation au développement durable ou à l'écologie. Très bien. Thierry René, une question sur la manière dont vous avez organisé la co-construction de ce projet d'agriculture urbaine. Quelle est la place finalement des habitants qui sont tout autour de ce terrain? Tout à fait, ça a été une de nos préoccupations majeures, c'est comment associer au plus près les habitants. Alors, lorsque je parle d'habitants, ce ne sont pas forcément que les locataires, ce sont aussi les gens qui vivent au quotidien le quartier, donc les travailleurs aussi, les commerçants. Il y a déjà une première approche qui a été lors de l'étude des Master 2 de l'IATEUR, d'avoir une approche très concrète, opérationnelle, d'aller sur site et de les interviewer, de prendre soit rendez-vous lorsqu'on était sur plutôt des forces vives du quartier, ou de faire un échantillonnage au gré des balades sur le quartier avec différentes approches au niveau des habitants de tout âge, de tout secteur aussi. Donc des gens qui habitaient le quartier, des gens qui traversaient le quartier, des gens qui étaient en destination quartier également, pour avoir un peu leurs besoins et leurs visions sur le quartier, sur des actions et des éléments en place. Et effectivement, ils nous ont donné 5 grands thèmes, et je rejoins aussi Est Ensemble, on était à peu près sur les mêmes thèmes. Il y avait la nature en ville, il y avait l'écologie, il y avait la culture, il y avait le sport et d'autres. Et donc, ça a été une première approche qui a été faite. La deuxième approche a été sécurisée par IA+K aussi, avec aussi des questionnaires qui avaient été remis dans je pense notamment dans la maison du projet, qui est au cœur du quartier aussi, qui est juste à côté de l'emprise foncière libérée, et qui a permis aussi de réactualiser les besoins et les envies des habitants du site. Alors, même question peut-être sur ce rôle des habitants dans les projets. Véronique Ragusa-Bardolone, comment est-ce qu'ils sont associés?
Excusez-moi, je n'ai pas mis mon micro. Alors, on privilégie bien sûr les associations locales. C'est pas toujours possible parce qu'il y a des tissus urbains, comme je vous disais, qui sont assez fragiles et où il n'y a pas d'acteurs locaux, mais on privilégie les associations locales et elles ont une obligation qui est fixée par le règlement de l'AMI d'avoir un nombre minimum de jours d'ouverture au public et d'activités ouvertes au public. Donc, les habitants sont au cœur des occupations temporaires, c'est-à-dire qu'on les réalise pour eux et c'est écrit dans notre règlement et notre cahier des charges de l'AMI. Voilà. Alors, il y a toujours une question qui se pose dans ces occupations temporaires, c'est la suivante, c'est finalement le temporaire, ça ne dure pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, les occupants qui souhaiteraient maintenir une activité, qui ont développé pendant quelques années des activités sur un terrain, au moment où le projet se fait, où les travaux commencent. Comment vous gérez ça? Vous mettez le doigt sur un des problèmes des occupations temporaires, même si toutes les occupations temporaires n'ont pas vocation à perdurer dans le temps, hein, notamment toutes les occupations temporaires liées à la préfiguration, elles ont vocation à s'arrêter au moment où le projet démarre, et en général, ça ne pose pas de difficulté. On a un vrai sujet avec les occupations temporaires qui est une vocation plutôt économique, typiquement comme le paysan urbain ou comme des occupations temporaires qui permettent de l'hébergement temporaire, voilà, et qui ont plutôt, elles, ou même des activités un peu plus ludiques, qui, elles, ont une vocation à plutôt s'installer et rester sur le terrain, et pour lesquelles nous, on cherche aussi des solutions, parce que quand on a développé une activité économique sur notre territoire, et bien évidemment, on a tout intérêt à la conserver sur le territoire. Simple, ça pose beaucoup de questions. Nous, on travaille en réseau avec les villes, ce qui nous permet d'avoir une visibilité et sur la durée de travaux et leur calendrier, et donc sur les espaces qui peuvent être libérés. Et puis, dans certains autres cas, on pérennise sur site quand on peut. C'est-à-dire que quand l'activité a démontré son utilité pour le quartier, on négocie avec les promoteurs ou les aménageurs du projet pour que cette activité puisse être pérennisée sur site. Ce n'est pas évident et on n'a pas toujours du succès sur ces questions-là. Donc, ça reste des questions qui sont très ouvertes et sur lesquelles il y a du travail encore à mener. Très bien, voilà pour ces premières questions, réactions. Je vous propose maintenant de descendre, ou de remonter, ça dépend où vous êtes. En tout cas, d'aller dans une très belle ville au patrimoine formidable qui est Villeurbanne avec William Lafond, puisqu'on va s'intéresser à la manière dont la gouvernance s'adapte pour elle-même adapter le projet urbain. On est dans une démarche où finalement l'urbanisme transitoire sert l'évolutivité d'un projet urbain. On va voir aussi qu'il y a des liens qui sont faits avec l'habitat et l'hébergement d'urgence notamment. Donc, merci William Lafond de nous raconter l'autre soi de Villeurbanne, ce projet de l'autre soi, et de nous dire quelle importance vous accordez à cet urbanisme transitoire. Oui, merci pour l'invitation également. Donc oui, le projet de l'autre soi, il est à Villeurbanne, sur la métropole de Lyon, sur un ancien terrain de l'État, qui est l'ancien IUFM de Villeurbanne, qui avait été abandonné en 2013 et qui s'inscrit dans un grand projet urbain qui s'appelle le Carré de Soie, à l'est de la métropole de Lyon. Donc on est à 500 mètres du métro, avec un bâtiment des années 20 sur le site et un parc. Là, on a 3 hectares en global. C'est une petite opération d'aménagement. On est à 500 mètres des QPV, mais on est hors en rue. Et c'est un projet qui a la particularité d'être porté par 5 acteurs, 4 qui sont rassemblés au sein du GU La Ville Autrement, pour lequel je travaille, qui ont tous lien avec de l'habitat ou de l'hébergement. Donc dedans, il y a Alinea, qui est une association d'hébergement d'urgence notamment, et qui gère une partie du SAMU social sur la métropole de Lyon. La Fondation Aralis, qui fait des résidences sociales. Est Métropole Habitat, qui est un bailleur social qui gère 17 000 logements, en gros, sur la métropole de Lyon. Et Ronson Habitat, qui construit et vend des logements et qui fait de l'accession sociale, donc en vendant des logements 20% en dessous du prix du marché. Donc ça, c'est les acteurs habitat, hébergement. Et le dernier volet, c'est le CCO, qui est un acteur culturel, qui a la particularité de gérer à la fois une salle de concert, avec une programmation qui va du hard metal au bal musette, et qui gère également une partie d'université populaire, de pépinière associative, qui accompagne la citoyenneté des personnes. Et donc ces 5 acteurs-là sont rassemblés.
a une gouvernance partagée qui rassemble tous ces 5 acteurs, j'y reviendrai sur la suite, pour dérouler le projet de l'autre soir. Si vous pouvez passer à la diapo d'après, qui est un projet qui, au total, on l'a monté un peu à l'envers par rapport à votre question d'urbanisme transitoire. On a d'abord construit le projet définitif qui sort à l'horizon 2023-2026, avec un projet qui rassemble à terme 300 logements. Dans les 300 logements, il y a un tiers qui est dédié à de l'accession sociale, dont de l'habitat participatif, un tiers qui est dédié à des résidences spécifiques, type résidence étudiante ou résidence sociale, et un autre tiers qui est dédié à du logement social, dans lequel on intègre du logement d'abord qui vient remplacer l'hébergement d'urgence. Ça, c'est pour le volet habitat. Et ensuite, on a toute une programmation sur la culture, avec une salle de spectacle de 1000 places, et la pépinière associative et culturelle du CCO qui s'intègre, et de l'activité économique, évidemment, de bureaux et des locaux d'activité au rez-de-chaussée. Donc on a construit le projet à cet horizon 2023, et très vite on s'est dit que on pouvait pas arriver avec un projet tel quel sans préfigurer l'esprit des lieux qu'on voulait construire, et sans que ce foncier qui est immense ne serve à loger également des gens. Donc la première action qu'on a fait sur ce site, c'était d'abord on a eu l'occasion de loger les 150 migrants qui venaient du démantèlement de la jungle de Calais en 2016. Donc on a relogé dans le bâtiment, vous voyez en rouge sur le premier bâtiment là. Et en parallèle, pendant cette occupation de 2016 à 2018, on commençait à faire des festivals dans le parc. On réouvrait au public pour la première fois, histoire de parler aux riverains de ce qu'on allait faire, de sensibiliser au projet, et commencer des prémices d'une concertation avec eux. En 2018, ensuite, le projet, le centre d'accueil d'orientation des migrants a bougé, et on l'a remplacé par un centre d'hébergement d'urgence pour loger 21 familles qui étaient à la rue à côté, et on en a profité également pour réhabiliter le bâtiment patrimonial que vous avez vu tout à l'heure, avec 24 associations qui sont venues occuper les lieux. L'idée étant pour nous de préfigurer le projet qu'on voulait faire et voir comment ce triptyque habitat, culture et économie pouvait s'enrichir l'un de l'autre, et notamment voir comment le côté activité culturelle et économique pouvait renforcer la capacité d'agir du public qu'on a l'habitude de loger. Donc ça a fait 2018-2020, et on est rentré en phase chantier avec un point de vigilance qu'on voulait absolument pas avoir, de fermer tout le projet à l'esprit des lieux, se retrouver avec une chope de plomb pendant le chantier de 2 ans. On rouvre dans 2 ans. On a maintenu une occupation temporaire sur le lieu, avec toujours ce triptyque, en relogeant les 21 familles dans des habitats modulaires qu'on a mis en place pour le site et qui vont nous servir derrière nous sur d'autres sites en attente à pouvoir reloger des personnes une fois qu'on aura fini ce projet-là. Et puis continuer aussi avec une dizaine d'associations qui continuent d'habiter et de ouvrir régulièrement le parc. Ça, c'est pour le projet global un peu, avoir une vision, et donc quelques images sur l'esprit des lieux qui a émergé de tout ça. Et puis, ce qui nous paraissait important de présenter dans cet atelier-là, c'est le système de gouvernance qu'on a pu mettre en place dans le cadre de ce projet, avec la particularité qu'on a d'avoir au sein de la SAS Autre-Soi qui porte l'opération d'aménagement, on a créé une société spécifique au projet avec dedans l'ensemble des 5 acteurs, donc y compris les petites associations d'hébergement d'urgence et de culturel qui sont souvent pas dans ces sujets-là et pas dans ces réflexions à 10-15 ans que peut avoir une opération d'aménagement. Et du coup, qui a la particularité d'avoir des décisions consensuelles sur le projet, et en même temps d'avoir une vision régulière de ce qui se passe sur le site. C'est-à-dire que classiquement, dans un projet d'aménagement, souvent, on a les comités techniques et les comités de pilotage qui chapeautent le projet urbain, qui de temps en temps, de manière de plus en plus régulière maintenant, s'interrogent sur ce que fait la vie du quartier, avec des ateliers de concertation, avec les conseils de quartier, les conseils citoyens qu'on peut avoir. Et là, ce que nous donne comme opportunité l'occupation temporaire, c'est d'avoir également la main ou un retour sur la vie du lieu et de comment la préfiguration qu'on fait, elle marche ou pas, et qu'on puisse tester des éléments. Donc, on a le CCO qui vient chapeauter toute la question événementielle et gestion technique de l'occupation temporaire avec les différentes assos qui occupent le lieu. Et puis Alinea qui a une vision sur comment vit les 100 habitants temporaires, enfin les 100 personnes qui sont logées dans le centre d'hébergement d'urgence. Et régulièrement, tous les mois ou tous les trimestres, on se retrouve tous ensemble pour voir comment ça vit tout ça, et comment ça interroge potentiellement le projet urbain, ce qu'on doit faire pour que ça vive mieux, et comment on doit faire en sorte de modifier
tel ou tel petit point de l'opération d'aménagement pour que ça corresponde à des freins ou à des blocages qu'on a pu voir dans l'occupation temporaire. Là, vous distinguez, c'est l'arrière-plan du schéma, les actions qui sont sur la vie du lieu, de la vie du quartier, du projet urbain. Il y a une espèce de distinction qui me semble intéressante parce qu'elle permet de montrer, ou de souligner un certain nombre d'articulations entre finalement le projet urbain, le long terme, mais qui garde un côté participatif et l'ensemble. Vous pouvez nous en détailler un peu les éléments là, comme ça, de ces trois bulles d'action? Oui, alors oui, ce qui est assez donc dans les trois bulles d'action, il y a le volet donc vie du lieu, il y a vraiment une personne qui est en charge du centre d'hébergement d'urgence, qui chapeaute tout ce lieu-là. Il y a une personne qui est en lien avec l'occupation temporaire, vraiment tous les soucis techniques qu'on peut avoir et puis l'articulation entre les différentes assos. Et le volet événementiel, la vie du quartier, on la récupère dans le cadre d'ateliers de concertation qu'on met en place avec les riverains. Et puis, classiquement, les comités techniques sont plus les promoteurs qui construisent, et puis les élus dans le comité de pilotage. Ce qui me paraît essentiel là-dedans, c'est le côté réellement visualisation en direct de l'impact qu'on a à créer un projet. Alors là, on n'est pas hors NPNRU, donc on n'a pas d'habitants sur le quartier. Et du coup, souvent, les opérations d'aménagement, on les construit, on se dit que ça va marcher, et puis ensuite, quand c'est lancé, l'aménageur est parti, et on a un retour 10-15 ans plus tard de comment ça vit. Là, on peut, grâce à cette occupation temporaire, avoir une vision en direct un peu de ce qui fonctionne ou pas, et ce qui permet de réinterroger les lieux et aussi de faire le plus possible tâche d'huile et d'aller récupérer auprès des associations locales, des riverains, du monde qui sont souvent pas informés par une opération d'aménagement parce que trop éloignés d'eux. Là, on a une vie sur place qui est installée et qui permet aussi d'avoir un retour plus efficient, à mon sens, sur la communication et à raccrocher des gens qui sont en général éloignés des politiques publiques. Très bien. Je vous propose qu'on enchaîne avec Kelly Hung, qui est architecte et qui œuvre dans l'atelier Approche. On va parler là de l'activation des sites et de la co-construction des espaces avec les habitants. On va être sur la démarche plus participative. On vient d'en parler, mais on va la détailler. Puis, je reviendrai vers vous, William Lafont, sur un certain nombre de questions que se posent tous ceux qui nous ont rejoints et qui nous écoutent. Kelly Hung, là, on va vers Aubervilliers, on est en Île-de-France, au nord de Paris, et vous avez travaillé à la co-construction de plans guides à partir d'une démarche d'urbanisme transitoire, si on pourrait dire ça comme ça. Vous nous racontez cette démarche que vous conduisez actuellement? Alors peut-être un mot sur l'atelier Approche? Non? Il faut votre micro parce que sinon on n'entendra pas. Parfait, voilà. J'allais exactement commencer par ça. Waouh, on est raccord alors. On est raccord. Ça permet de mieux comprendre comment s'est monté le projet. En effet, donc l'atelier Approche, c'est un atelier d'urbanisme qui s'est créé en 2014. On est une équipe pluridisciplinaire, urbaniste, architecte, chef de projet culturel, designer de service. Et notre enjeu, quand on s'est créé, c'était de travailler sur cette idée d'étude-action, études urbaines sensibles et actions collectives de terrain qui mêlaient des chantiers ouverts, dont on va parler, des actions peut-être plus artistiques, des courts-métrages participatifs. Donc voilà, c'est vraiment ce dialogue entre de l'étude et de l'action. Et de manière générale aussi, Approche travaille sur les pratiques collaboratives en urbanisme. On a vraiment un pôle de réflexion, notamment sur cette question d'évaluation de l'urbanisme transitoire qui peut vous intéresser, et également sur la question de la place des femmes dans l'espace public par l'intermédiaire de diagnostics genrés, entre autres. Voilà, et tout ça ensuite à travers des formations qui sont transmises aux professionnels de la ville. Mais ce qui nous intéresse, c'est cet outil aujourd'hui qui est cet outil de plan guide des espaces publics à co-construire avec les habitants. Pour vous donner le cadre, alors c'est vraiment une initiative qui a été autoportée par l'atelier Approche en conventionnement avec Pleine Commune, la communauté d'agglomération, le bailleur, l'OPH d'Aubervilliers et le contrat de ville. Mais nous pensons que cette mission aurait pu totalement être commanditée dans le cadre d'un marché public. Là, on se situe donc à Aubervilliers, juste à côté du métro Fort d'Aubervilliers, dans le cadre d'un projet NPNRU qui s'appelle Émile Dubois Maladrerie.
Donc, pour vous expliquer un petit peu cette idée de co-construction, pour nous, le plan guide, comme son nom l'indique, c'est vraiment l'idée de co-concevoir et de co-programmer des chantiers d'aménagement d'espaces publics sur 3 à 5 ans, vraiment une échelle intermédiaire dans le but de co-construire et d'améliorer l'espace public du quartier et d'alimenter le futur projet urbain. Voilà, donc ce qui nous intéresse dans cette idée de plan guide, c'est qu'on est vraiment dans des échelles intermédiaires, à la fois de temps, puisqu'on est sur du 3 à 5 ans, et non pas peut-être du 10-15 ans comme les projets urbains. On est aussi sur des échelles d'espace assez intermédiaires, puisqu'on travaille sur des espaces publics de proximité, tout en les imaginant à l'échelle du quartier. Et puis aussi une échelle intermédiaire en termes de rapport humain, puisqu'on travaille véritablement avec l'ensemble des acteurs lors de ces temps forts, à la fois les habitants, les acteurs du quartier, les professionnels de la ville. Voilà, donc là, une image qui vous permet vraiment de vous plonger dans ce quartier-là et de voir un peu ces 3 grands enjeux, à la fois gérer l'attente du temps long de l'aménagement en répondant à des besoins urgents, à la fois alimenter la conception du projet urbain, et notamment des espaces publics, en testant de nouveaux usages avec les habitants, et puis finalement de sensibiliser les habitants à leur rôle dans l'amélioration de leur cadre de vie. Juste, ce qu'on peut faire, c'est peut-être regarder un peu ces petites images. Ça vous donne un peu, ça donne corps à l'explication, puisque on peut voir véritablement à l'échelle du quartier les usages qu'on a testés depuis 2015. Donc chaque année, lors de temps forts, généralement à l'été, au printemps, on a testé donc à la fois la question des agrès sportifs en haut à gauche non genrés. Voilà, en plein cœur du quartier. Nous avons travaillé également sur l'idée de mobilier ludique multi-usage, juste en dessous. Et puis, en bas à gauche, sur cette question d'abri également. D'abri devant l'école, avec, voilà, dans l'idée, il n'y en avait pas pour les parents d'élèves en attendant la sortie d'école. On a également travaillé, ce qu'on voit en bas à droite, sur la question de la présence symbolique des femmes. On voit une grande fresque là, avec des portraits de femmes et des motifs multiculturels du quartier. Donc ça, c'est vraiment issu d'un diagnostic sur la place des femmes dans l'espace public qui était minorée et avec un souci d'inégalité et de suroccupation masculine de l'espace public. Et enfin, on voit en haut à droite un lieu qu'on a aussi co-aménagé, un lieu transitoire qui s'appelle l'Aquarium, qui est un lieu accueillant pour les femmes du quartier et accompagné d'une petite terrasse dans l'espace public. On peut peut-être doucement passer à la prochaine. Voilà, là, on rentre un peu en finesse dans cette idée justement de chantier ouvert au public. Cette idée-là, en effet, c'est de vous expliquer qu'on le pense toujours de manière tridimensionnelle, c'est-à-dire avec ces 3 axes-là, chaque année. La question véritablement de faire ensemble. On organise à la fois des ateliers de menuiserie, de graphisme, de peinture, de sérigraphie, enfin toutes sortes d'activités de co-construction qui permettent vraiment de mettre la main à la pâte pour améliorer son cadre de vie. En parallèle, on organise également des temps de réflexion où on invite les services des collectivités, les maîtres d'œuvre du quartier. Et souvent, la parole se libère lorsque les habitants ont participé à la construction de l'aménagement juste à côté. Voilà. Et puis enfin, cette idée de fêter ensemble qui nous paraît aussi primordiale. Vraiment l'idée de valoriser le plaisir d'être ensemble dans l'espace public par l'intermédiaire d'événementiels particuliers où là, par exemple, on a fait intervenir une association du quartier de danse orientale. Donc voilà, donc peut-être pour avancer sur toutes ces explications, ce qui nous intéresse dans l'atelier Approche et à travers cet outil du plan guide des espaces publics à co-construire, ce n'est peut-être pas tant la réalisation, l'objet construit, même si ça permet de répondre à des besoins urgents des habitants. Ce qui nous intéresse peut-être, c'est véritablement ce qui se joue de manière immatérielle. Et avec Approche, donc on travaille sur cet outil d'évaluation qui est en cours de l'urbanisme transitoire qui permettrait véritablement de valoriser ce qu'on appelle donc la maîtrise d'usage et de valoriser tous les rapports et les interactions sociales qui ont pu se jouer
peut-être lors du chantier ouvert, mais également après, lors de la vie de l'aménagement, après la livraison de l'aménagement transitoire, qui peut se jouer en effet sur des critères de bien-être ou au contraire de stress, de peur. Mais tout ça, cette finesse-là est à valoriser, ou alors vraiment de nouvelles appropriations par des groupes différents dans l'espace public. Et c'est cette finesse-là qui nous intéresse à valoriser pour finalement, petit à petit, affiner la programmation, la conception du projet urbain et valoriser cette maîtrise d'usage. Merci. Voilà quatre actions très concrètes là qu'on voulait vous proposer. Alors j'ai une série de questions qui vont pouvoir me permettre peut-être d'affiner avec vous deux notamment. Alors j'ai pour vous William Lafont des questions qui concernent le rôle des habitants dans la construction du projet. Les futurs habitants sont-ils consultés sur le projet définitif? Comment le transitoire a-t-il impacté la programmation finale de votre projet? Vous nous avez dit on avait un projet avant, on a investi un peu le lieu. Est-ce qu'il y a eu des interactions entre les deux? Voilà une première une double question. Alors, pour répondre sur les habitants d'abord, le souci qu'on a, c'est que le projet, c'est un projet d'aménagement et avec beaucoup de logements sociaux dont on ne connaît pas les futurs habitants, si ce n'est 6 mois avant la livraison des bâtiments. Donc, les habitants qu'on a, c'est les habitants de l'habitat participatif. Il y a 18 foyers qui sont présents. Et il y a évidemment ceux qui sont logés dans le centre d'hébergement d'urgence à côté, mais qui ont peu de vision à long terme parce qu'ils n'ont pas de vision sur ce qu'ils seront dans 3 mois avec leur situation de papier notamment. Et puis, il y a également les riverains habitants qui, eux, qu'on voit tous les mois avec un atelier permanent qui se regroupe, qui rassemble une vingtaine de personnes qui soient intéressées par le projet. Donc on interroge et qui nous ont fait, qui se sont interrogés sur un peu tous les sujets. L'idée c'est qu'on leur présente un livre ouvert sur le projet, sur l'aspect urbain, architectural. Le niveau urbain, ils nous avaient dit c'est 10%, enfin c'est trop dense, donc on a réduit de 10% la capacité constructive. Sur les projets archi, ils avaient une voix au chapitre dans le choix des archis qu'on répondu au concours. Et puis sur le projet d'occupation temporaire, ils nous engueulent quand le parc qu'on gère il est trop crade ou que l'événementiel fait trop de bruit. Donc on est en quotidien en relation avec eux pour que ça fonctionne. Et sur l'interaction entre programmation finale et urbanisme transitoire, zéro ou un peu? Non. Un peu, au même titre que tout à l'heure Est Ensemble, il y a certains occupants de l'occupation temporaire dont on s'est dit, eux, il faut absolument qu'on les maintienne dans le projet parce que, notamment, ils travaillent avec des personnes en déficience psychique et que c'était une pierre qui nous paraissait absolument nécessaire dans une ville qui se veut inclusive d'intégrer. Donc, on a au final réservé, sur les 2000 m² d'activité, on en a réservé une place dédiée à eux. Et là, on se laisse l'opportunité de continuer à le faire tous les 2 ans. Du coup, on renouvelle une partie des personnes qui sont des associations qui sont logées dans l'occupation temporaire. Là, on va relancer un petit appel à projet. Et donc, ça réinterroge peu à peu cet écosystème qu'on veut à terme voir émerger sur le projet. Alors, une question ou en tout cas une remarque pour Kelly Young qui est la suivante. Combien de temps dure un chantier ouvert et un travail comme vous menez? Qui y participe et combien ça coûte? Ça coûte aussi. Oui. C'est important en effet. Pour ces projets à Aubervilliers, on a des subventions qui sont plurielles pour un total environ de 40 000 € chaque année. Après, je pense que ça inclut pas forcément le travail de diagnostic qui a été fait en amont et de plan guide qui nous a permis de réaliser ces chantiers ouverts. Donc là, il y aurait peut-être un montant, disons, 60 000 € pour vraiment avoir le temps de diagnostic plan guide et en plus le petit chantier de co-construction le chantier de co-construction à ajouter chaque année. Qui participe, c'est très large, en effet. Donc là, on travaille chaque année avec des publics différents. L'objectif, c'était d'avoir un panel diversifié chaque année. Donc, on a travaillé au début, en effet, les premiers qui arrivent généralement dans les chantiers ouverts, ce sont les enfants, donc avec les écoles, les centres de loisirs.
notamment du quartier. Mais petit à petit, on a travaillé aussi avec des groupes de femmes du quartier. Aujourd'hui, maintenant, il y a 2 associations qui se sont créées dans le lieu transitoire de l'aquarium, des groupes d'habitants qui se sont montés en association. On a travaillé aussi avec toute la question des jeunes qui sont aussi des personnes éloignées qu'on arrive peu souvent à avoir en réunion de concertation, notamment avec un club de prévention qui s'appelle À travers la ville, la Maison des Jeunes. Voilà, petit à petit, on a travaillé avec différents publics. D'accord. Oui, il y avait une question sur l'évaluation que vous faites, puisque vous parliez d'évaluation, sur votre travail, sur l'implication des habitants. Est-ce qu'il y a eu finalement un impact fort sur la mobilisation des habitants dans la démarche progressive, je suppose? Oui, c'est ça. Quelle évaluation en tirez-vous? Oui, c'est très progressif. En effet, comme je vous le disais, les premiers qu'on arrive à toucher généralement, et c'est des publics qui ne sont pas captifs, évidemment, ce sont les habitants, les enfants qui jouent dans le quartier de manière complètement libre. Et c'est pour ça que je vous disais que l'objectif pour arriver entre guillemets, à les impliquer dans un processus long, c'est d'arriver à trouver ce qui les intéresse et un moteur qui réponde à leurs besoins. C'est pour ça que c'est très intéressant de dire que l'objectif, c'est de répondre aux besoins urgents de la population. C'est comme ça que petit à petit, donc on s'est intéressé aux jeux d'enfants, mais on s'est intéressé aux agrès sportifs. C'était une véritable demande des jeunes. Alors au début, c'était juste barres de traction et barres parallèles. Comme on travaille sur la place des femmes aussi, l'accessibilité de ce qu'on construit, on a travaillé sur des mouvements souples, sur un imaginaire qui était un peu différent que simplement des agrès avec des actions peut-être plus de force ou de compétition. Et puis, petit à petit, pour que les femmes s'impliquent aussi dans l'espace public, on a vu que c'était très difficile, qu'elles se sentent à l'aise dans cet environnement. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur un lieu intime. Et là, petit à petit, on a réussi à avoir un groupe mobilisé. Là, on a peut-être une trentaine de femmes qui viennent régulièrement à l'aquarium s'investir. Voilà. Super. Alors, avant qu'on ne donne la parole à Hélène Gros pour un moment de conclusion, puisqu'elle a regardé tout ce qui arrivait par le fil de discussion et puis elle a piloté ce travail, ce groupe de travail sur l'urbanisme transitoire. Donc, on va l'entendre pour conclure. Peut-être un mot de chacun d'entre vous sur un conseil à tous ceux qui nous écoutent et qui ont très envie maintenant, après vous avoir écouté, de développer des projets d'urbanisme transitoire. Si vous aviez, en tant qu'ami de tous ces gens qui nous suivent, un conseil à leur donner pour réussir une opération d'urbanisme transitoire, ce serait quoi? Prendre son temps, se donner les moyens, y aller, et puis il en sort des choses formidables. Quelle est l'énergie qui vous semble indispensable de réunir au départ pour réussir l'urbanisme transitoire? Je fais le tour de chacun d'entre vous. Véronique Ragusa-Bartolone, un conseil. Alors, pour moi, le conseil, c'est de bien qualifier les lieux en amont pour ne pas avoir de surprise. C'est-à-dire bien vérifier si le site proposé, que ce soit bâti ou nu, correspond à l'activité qu'on va vouloir déployer sur ce site-là. C'est-à-dire que si ça doit accueillir du public, il faut que ça ait les normes. Si ça doit utiliser de l'eau, il faut qu'il y ait un raccordement au réseau d'assainissement. Voilà, bien qualifier le site. Et sinon, à part ça, de se lancer avec optimisme et enthousiasme parce qu'il n'y a que des bénéfices. Très bien, c'est encourageant. Effectivement, il faut vérifier quelles sont les ressources du terrain et ses ressources locales. Thierry René, quel conseil vous donneriez par exemple, à un bailleur qui veut être un acteur de ces projets d'urbanisme transitoire? Je vais paraphraser un personnage célèbre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'y aller. Tout simplement, c'est complexe. C'est très complexe, qu'effectivement il faut essayer de penser à tout, et c'est compliqué de penser à tout, de l'identification du site, aux besoins techniques, aux besoins sociaux, aux besoins financiers, aux besoins juridiques aussi, opérationnels. Donc c'est un saut d'obstacle, c'est un triathlon, je ne sais pas comment on peut l'appeler. En tout cas, nous on le vit comme thème et c'est passionnant. Et n'ayez pas peur, allez-y, et on donne un usage et on fait ce travail pour l'ensemble des habitants. D'accord, donc il faut savoir nager, il faut savoir courir et en même temps prendre un vélo pour ne pas polluer. D'accord, très bien. William Lafont, un conseil pour réussir une opération?
La question est dure. J'aurais dit se faire confiance et se donner le temps de donner cette confiance, d'acquérir cette confiance. Nous, les 2 premières années, de fait, on a vraiment appris à se connaître et à se faire confiance les uns les autres. Et je pense que c'est essentiel, ce temps-là, et puis la capacité à la donner ensuite, cette confiance. Et puis, en plus, vous avez su vous réunir à un moment donné dans cette gouvernance pour pouvoir parler le même langage, finalement. Oui, mais ça prend un réel temps. C'est plein de structures qui partagent pas les mêmes temporalités, les mêmes objets, et donc ça prend du temps et il faut bien le prendre pour que ça fonctionne. Kelly, un conseil? Je pense que je continue dans la lignée de William. En effet, ne pas négliger en fait les moyens humains et le temps, parce qu'en effet, nous, les premières années, il y a pu avoir des difficultés, notamment sur l'aquarium, et que la confiance se construit dans le temps, donc minimum 1 an, mais parfois 3 ans. Et d'où aussi ensuite la question de l'évaluation qui m'a été posée juste avant, qui parfois ne peut pas se voir juste après la livraison des aménagements transitoires. Et je conclurai, oui, là-dessus, sur la question aussi du lien sur le long terme avec le projet urbain, parce que qui dit aménagement transitoire dit pas juste temporaire, et que l'intérêt, c'est vraiment que ce soit intégré dans la démarche de projet urbain. Voilà, et puis je vous conseille juste de lire la dernière publication sur l'évaluation, si ça vous intéresse, de l'atelier Approche, qui s'appelle « Pour un urbanisme relationnel ». Voilà, si vous voulez la lire. Très bien, alors on va échanger nos publications. Je donne tout de suite la parole à Hélène Gros, donc chargée de mission méthodologie et process d'innovation. Elle a piloté tout un travail avec vous d'ailleurs sur l'urbanisme transitoire qui fait l'objet d'un ouvrage. Elle nous livre en quelques minutes peut-être alors je sais pas conseils, mais quelques remarques transverses à notre atelier pour vous aider à agir. Merci beaucoup. Donc oui, cet atelier, il illustre très bien les fondamentaux en quelque sorte de ce qui peut permettre de réussir un projet d'urbanisme transitoire dans le cadre des quartiers en renouvellement urbain. Dans le cadre du groupe de travail en rue plus, qui a réuni plus de 20 porteurs de projets, porteurs de solutions, bureaux d'études, États, partenaires nationaux, on a pu identifier un ensemble de difficultés et puis aussi de leviers pour réaliser des projets d'urbanisme transitoire dans les quartiers en renouvellement urbain. Parce qu'en fait, l'urbanisme transitoire, on le voit, comme le disait Véronique tout à l'heure, assez facilement se déployer dans des quartiers qui fonctionnent plutôt bien. Mais occuper la vacance dans des sites en transformation urbaine importante sur du temps long qui ne sont pas attractifs, c'est vraiment d'autres enjeux et donc d'autres moyens à mobiliser. Et donc, ce qu'on a souhaité faire dans le cadre de cet ouvrage, c'est de retranscrire l'ensemble des recommandations formulées par les différentes parties prenantes de ce travail, y compris différents experts. Et donc, cet atelier ce matin permet de donner les grands enseignements, enfin certains des grands enseignements sur les démarches d'urbanisme transitoire qui peuvent être couronnées de succès, avec tout d'abord la nécessité d'avoir une stratégie d'échelle territoriale qui à la fois est géographique dans le cadre de l'identification des sites, mais aussi partenariale qui permet de construire aux différents moments du projet de territoire l'émergence de projets urbains, son soutien, et puis pour les structures occupantes, peut-être réfléchir à des parcours résidentiels pour leur permettre de maintenir leur activité qui contribue à la dynamisation économique et culturelle des territoires. Autre enseignement intéressant à travers le projet du Foyer et moi, c'est également donc, toute cette démarche très partenariale, l'appui sur peut-être les étudiants qui sont aussi l'avenir de l'aménagement de nos territoires pour étudier les potentialités de développement des territoires et d'associer très largement l'ensemble des partenaires, y compris l'État, aux différents moments, y compris dans le jury de l'AMI qu'il a pu déployer pour pouvoir sensibiliser et construire collectivement une ambition pour le quartier en renouvellement urbain. Autre enseignement intéressant, celui du GIE La Ville Autrement, c'est que pour pouvoir garantir l'élaboration d'un projet urbain ou d'un projet pour un quartier ou d'un secteur de quartier ou d'îlot qui correspondent aux attentes réelles des habitants et des usagers du territoire, il est important d'associer dans la gouvernance l'ensemble des acteurs qui vont faire que le projet va finalement pouvoir être modelé aux besoins et du coup va être un peu plus pérenne et donc couronné de succès. Et enfin, le dernier enseignement, c'est qu'il y a un ensemble de professionnels maintenant de l'urbanisme transitoire qui sont des facilitateurs incontournables aujourd'hui pour permettre de gagner du temps à la fois sur les aspects techniques, financiers, mais aussi méthodologiques pour pouvoir associer les différentes parties prenantes, monter le projet, le réaliser
réaliser d'urbanisme transitoire, et puis être un tiers facilitateur lorsqu'il peut y avoir certaines difficultés, parfois quand on pense à comment on s'assure que l'occupation finalement ne génère pas de nuisances, ou finalement prenne effectivement fin au moment où c'est prévu qu'elle prenne fin, et aussi traduire donc les impacts de cette occupation transitoire dans les prescriptions pour affiner le projet urbain qui sera à terme. Voilà, et donc un dernier mot pour dire que tout cela, vous le retrouvez dans le carnet de l'innovation qui est accessible sur enruscope.fr, la plateforme des acteurs du renouvellement urbain, le site de l'ANRU et le site des GRU. Voilà. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi cet atelier. On était plus de 120 tout à l'heure à parler d'urbanisme transitoire, donc ça prouve qu'il y a des choses à faire, et vos projets ont montré la force de ces démarches. Donc, merci, bonne fin de GRU, mais je pense qu'on arrive presque au terme de ces 2 journées d'échange. Merci à tous les 4 de nous avoir fait partager vos belles histoires, comme on dit, enfin vos initiatives, et puis eh bien, n'hésitez pas, prenez rendez-vous les uns avec les autres. Le site des GRU reste ouvert, donc vous pouvez prolonger le débat encore en prenant des rendez-vous. Donc, je vous invite à le faire si vous voulez avoir des contacts avec les uns et les autres. Voilà. Bon appétit. Maintenant, il est 12 heures précises, donc on se doit de rendre l'antenne, comme on dit dans les grands médias. En tout cas, à très bientôt sur les grands projets de rénovation urbaine. Bonne journée à tous. Merci à vous, bonne journée. Merci. Merci. Au revoir.